Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Allégresse et créativité, deux mots qui caractérisent la cuisine dans le bouddhisme zen, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Car il s'agit dans cette tradition d'une voie à part entière, comme celle du thé ou des arts martiaux, et d'un véritable chemin de transformation. Alors quels sont les grands principes de la cuisine zen ? Quelles sont les attitudes que le cuisinier doit réunir, mais aussi celles à observer de la part de celui qui mange ? En quoi nos choix alimentaires et diététiques permettent-ils de développer une attitude plus profonde et plus juste sur la voie du dharma ? Nous retrouvons tout de suite pour en parler notre invité, Éric Romuluer. Éric Romuluer, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes enseignant bouddhiste, formé dans la tradition zen. Vous pratiquez depuis une quarantaine d'années. Et vous tenez à ce qu'on vous présente comme un bouddhiste engagé également, et même surtout, principalement à travers la promotion de la justice restaurative, pour laquelle vous êtes venu nous voir déjà précédemment, et également pour la promotion d'une alimentation qui n'endommage ni le corps, ni l'esprit, ni les êtres, ni la terre. Tout à fait. Alors, on sent bien qu'effectivement, d'emblée, vous avez un lien spécifique à la cuisine, quand on entend ça. Oui, alors c'est effectivement, je pratique le zen depuis quelques années maintenant, et tout a commencé avec l'introduction au zen qui m'a été donnée par Maître Deshimaru. J'ai commencé très jeune à pratiquer, j'avais 17 ans. Et très vite, je me suis investi et Maître Deshimaru m'a dit, si vous voulez devenir mon disciple, vous allez cuisiner. Et c'était une expérience merveilleuse où il disposait d'un restaurant à Paris, dans le 14e arrondissement, qui était un vrai restaurant, mais qu'il vivait comme un laboratoire. Et pour moi, c'était très merveilleux d'être un très jeune homme et de rentrer à la fois dans la vie adulte, mais également dans une pratique, à travers le fait d'offrir à manger. Voilà. Et puis j'ai continué, Maître Deshimaru est décédé, j'ai ensuite travaillé dans des restaurants, c'était un peu difficile, j'ai arrêté. Et puis depuis quelques années, je retrouve ce goût aussi pour parler de l'alimentation zen, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aussi se posent des questions sur comment manger. Et je trouve que dans le zen, il y a une vraie réponse. Alors justement, quelle est la réponse du zen ? De quelle manière la tradition zen envisage-t-elle la cuisine, Éric Romuluer ? Alors c'est très important dans la tradition zen. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est une voie à part entière. C'est-à-dire vraiment, il y a une très très grande attention au fait de manger. Alors manger, c'est pas simplement une pratique, mais c'est une pratique d'éveil. Vraiment avec cette idée que, en mangeant, à la fois être dans la posture de celui qui mange, mais également celui d'offrir à manger, de préparer à manger, on peut se retrouver, se réunir et vivre l'éveil. Et tout ça, ça se fait à travers une approche très spécifique du zen japonais qu'on pourrait appeler la délicatesse. Les Japonais ont une manière de dire aussi leur tradition, et ils appellent le zen aussi la voie de la délicatesse. Alors le mot n'est pas exactement celui-ci en japonais, parce que ça regroupe des notions telles que la douceur, la beauté, l'attention, le soin. Mais je trouve que la meilleure façon de dire ce terme, c'est la délicatesse. Comment être délicat avec soi-même en mangeant et en préparant à manger. Mais quels sont les grands principes, concrètement, justement, de cette cuisine ? Alors, les grands principes, c'est aussi Alors, je parle plutôt du zen japonais. Le zen japonais a bâti un type de cuisine, mais vraiment en termes aussi très pratiques, très concrètes, de recettes, qui essayent vraiment d'exprimer par des aliments, par des préparations, cette délicatesse. Et donc, cette voie s'appuie, on pourrait dire, sur trois points, trois principes. Le premier qui vient de l'Inde, le second qui vient de la Chine et le troisième qui vient du Japon, comme une sorte d'étagement. L'Inde, c'est l'apport du bouddhisme, un rapport très particulier au monde, aux êtres, aux animaux, et c'est on pourrait dire, la pratique du bouddhisme, c'est aussi la non-violence, et pour tout l'Extrême-Orient, la non-violence
dans l'alimentation, c'est s'abstenir de tout produit animal. Donc c'est une alimentation que nous qualifierons de végétarienne, voire ce que l'on emploie aujourd'hui comme terme, celui de vegan ou celui de végétal, parce qu'il n'y a vraiment aucun produit animal. Le deuxième qui vient de la Chine, c'est vraiment un abord à une pensée autour de une réflexion, une pratique autour de l'harmonie. Et concrètement, en fait, on bâtit des repas en harmonisant. C'est-à-dire qu'un repas doit toujours avoir 5 goûts, 5 saveurs, 5 couleurs et 5 types de préparation culinaire. C'est très codifié. C'est tout un ensemble, un panel qui s'offre à nous, qui est très beau. Et puis il y a l'aspect japonais, qui est celui, on pourrait dire, l'âme japonaise, qui est vraiment la simplicité, la frugalité. Et donc, on essaye de faire aussi une cuisine où le goût n'est pas trop marqué et qui permet vraiment de révéler chaque aspect aussi de ce que l'on mange. Donc c'est aussi très, très pratique, très concret. En japonais, ils utilisent ce terme shojin ryori. Ça veut dire la cuisine de shojin. Nous y reviendrons un petit peu plus tard, parce que moi j'aimerais bien que l'on parle un petit peu de Maître Dogen, qui justement s'est beaucoup impliqué dans la manière dont il fallait cuisiner. Et alors lui, il évoque les 3 principales attitudes du cuisinier, donc Daishin, l'esprit vaste, Kishin, l'esprit joyeux, et Roshin, l'esprit de la vieille grand-mère. Alors revenons sur chacun de ces 3 aspects. La tradition zen aussi s'appuie sur Maître Dogen au Japon, et c'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les instructions aux cuisiniers ». Lorsqu'il est parti très jeune du Japon en Chine, il a été vraiment touché par la rencontre avec des cuisiniers qui lui disaient « Cuisiner, c'est pas juste préparer des repas, c'est quelque chose d'autre, c'est une véritable voie ». Et donc il a écrit un texte avec des anecdotes, etc. Et il finit l'ouvrage sur un passage très célèbre où il dit « Le cuisinier doit laisser surgir en lui 3 qualités ». Donc le premier, c'est Daishin, l'esprit large, l'esprit grand. C'est vraiment avec cette idée que tout est bon. Alors on pourrait dire tout est bon dans la vie, dans nos expériences, même si les choses sont peut-être des fois pas si sympathiques, on les prend comme des ingrédients. On accueille. Voilà, on accueille. On accueille, et plus qu'on accueille, c'est on transforme. Il y a un aspect aussi culinaire, aussi de transformation. Donc concrètement, ça s'incarne dans le fait de dire il n'y a pas des aliments supérieurs ou inférieurs. Tout est bon pour faire une bonne alimentation. Donc vraiment l'esprit large. Il y a aussi le second. Il parle vraiment de Kishin. Shin, c'est l'esprit, et Ki, c'est la joie, l'allégresse. Donc c'est vraiment le cuisinier, il doit vraiment impulser quelque chose de cet ordre. Et puis le troisième, alors ça c'est toujours très difficile à traduire, en japonais c'est Roshin, Robashin, l'esprit de la vieille grand-mère. Alors de quoi s'agit-il ? Alors comment on pourrait traduire l'esprit de la vieille grand-mère ? Je pense qu'on a tous eu, ou si on n'a pas eu, on peut imaginer aussi ce que pourrait être une bonne grand-mère, c'est-à-dire une femme un peu âgée qui s'occupe de nous comme un enfant et qui met vraiment beaucoup de tendresse, de bienveillance. Donc parfois, c'est traduit justement par tendresse et bienveillance. Et donc le cuisinier, il dit, il doit vraiment mettre tout ça dans sa cuisine, de telle sorte que celui qui va manger devrait vraiment sentir ses qualités. Et c'est en sentant ses qualités aussi qu'il peut accéder à une voie d'éveil. Alors justement, quelle autre qualité doit développer celui qui mange et qui reçoit cette nourriture ? Alors justement, il y a toujours cet aller-retour entre celui qui offre et celui qui reçoit. Dans la tradition zen, les moines ne mangent pas juste comme cela. Donc il y a un rituel très codifié et qui commence et qui finit par des chants. Les chants sont assez longs. Et dans les chants, il y a une petite partie qu'on appelle les 5 contemplations. C'est-à-dire qu'on demande à celui qui mange de voir. Alors devant lui, il a un repas, des plats, mais il doit voir d'autres choses. Qu'est-ce qu'il voit ? Il doit voir la gratitude. Premier esprit. Il doit voir l'humilité. On peut dire aussi la dignité. Il doit voir le contentement. Il doit voir le soin et il doit voir l'esprit d'éveil. C'est-à-dire que
en mangeant, il doit laisser surgir en lui toutes ses qualités. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer, mais au moins la gratitude, c'est vraiment de dire, de ressentir aussi notre lien avec ce que l'on mange, et plus simplement de ce que l'on mange, c'est notre lien avec la terre, avec tous ceux qui ont concouru à préparer ce repas, peut-être le cuisinier, mais au-delà, celui qui a cultivé tout cela. Alors justement, est-ce que l'on peut dire que nos choix alimentaires et diététiques, finalement, nous permettent de voir de manière peut-être plus profonde, plus juste, cette voie du dharma ? Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de choix, on pourrait dire, si on l'actualise vraiment, on pourrait dire, c'est manger des produits non animaux, des produits locaux, etc. Il y a toujours, en fait, dans le zen, une sorte d'aller-retour entre, on pourrait dire, nos choix et des attitudes. Donc, quand on parle, par exemple, de l'attitude du cuisinier, l'esprit vaste. Quand on parle de la gratitude de celui qui reçoit, finalement, il pratique la voie et se met en contact avec une ouverture au monde. Et ça, vraiment, le dharma nous invite sans cesse à s'ouvrir, complètement à s'ouvrir. Donc, c'est une manière, une sorte... Alors, c'est un point focal, mais l'alimentation, c'est aussi très important dans notre vie. C'est pas juste nutritif, c'est un acte social, psychologique. Donc, vraiment de réinvestir ça comme une ouverture au monde. Et aussi donc de développer par là même une conscience civique et politique. C'est un acte d'engagement. Oui, ça, en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, cette cuisine, alors on peut dire qu'elle est végétarienne, même si en Orient, ils n'auront pas cette manière d'aborder, parce que pour eux, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Mais effectivement, il y a cette dimension du végétarisme dans cette cuisine, c'est-à-dire la volonté de ne pas endommager par nos actes la vie. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont végétariens, s'intéressent à cela pour des raisons médicales, de la santé, pour des questions environnementales, pour des questions d'éthique, la souffrance des animaux, etc. Donc aujourd'hui, s'intéresser à tout ça, c'est aussi pas simplement être dans un acte de bonté, mais aujourd'hui, ces questions alimentaires sont aussi des choix de société. Donc pour moi, il y a toujours cet aller-retour entre une pratique, on pourrait dire, personnelle, effectivement, de développer une bonté intérieure, mais en même temps quelque chose de très social, on pourrait presque dire de politique, de dire nos choix sont importants, essentiels. Au moins, je peux dire ce chiffre. L'année dernière, en 2016, pour notre consommation de Français, ont été tués 17 milliards d'animaux. Juste pour nous, en France. Donc, quand on réfléchit à ça, au-delà simplement de la souffrance des animaux, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça impacte sur nos vies, sur nos corps, sur notre esprit. Donc s'intéresser à tout ça, essayer d'être dans une réflexion, une conscience de tout ça, c'est déjà s'ouvrir vraiment à des questions fondamentales de notre société. Merci beaucoup Éric Remeluer d'avoir partagé avec nous cette réflexion vraiment passionnante. Merci. Merci beaucoup. Et avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture sur le sujet. Savourer, manger et vivre en pleine conscience de Thich Nhat Hanh et du docteur Liliane Chung, publié chez Guy Trédaniel. Car nous l'avons vu, manger en pleine conscience est la clé de la santé et de la sérénité. Ce petit ouvrage passionnant combine la sagesse de la philosophie bouddhiste et la sagesse de la nutrition pour nous aider à parvenir à une meilleure compréhension de notre corps et de notre esprit. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, publié chez Alary Éditions. Ce fervent défenseur de la cause animale nous invite ici à étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles, une prise de conscience qui prend de plus en plus d'ampleur. Et enfin, de notre invité, le bouddhisme engagé, aux éditions du Seuil. Il présente ici les enjeux de ce mouvement, ses limites, mais aussi ses espoirs, et s'interroge sur sa signification concrète dans le monde d'aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.